Rencontre avec une émission sur Radio Web UTL 65 de Frédéric Gelbert, Georges Lance et Jean-François Soulet. Aujourd'hui, Rencontre avec est consacrée à Bouziane Bouteldja, danseur, chorégraphe et directeur de la compagnie Densité. Alors aujourd'hui, notre émission revêt une forme un peu particulière. Certes, Georges Lance sera comme d'habitude à la technique, ça c'est pour le côté continuité, mais autour de la table du studio, entourant notre invité Bouziane Bouteldja, pour échanger donc avec lui, on va trouver des spécialistes du monde artistique, c'est-à-dire Frédéric Esqueré, qui, comme tout le monde le sait ici, est le directeur du Parvis, la scène nationale Pyrénées-Tarbes. Dans l'autre sens, mais ça marche aussi. Tarbes-Pyrénées, ça marche aussi. Eliane Perrus, qui est responsable des émissions de Radio Web UTL 65. Et moi-même, donc Jean-François Soulet, qui jouera la mouche du coche. Alors, en préambule aux échanges très sérieux que l'on aura tout à l'heure sur vos activités artistiques, que vous aurez avec Frédéric Esqueré et Eliane Perrus, j'aimerais, Bouziane Bouteldja, que l'on s'arrête un instant sur votre enracinement tarbais, ou aux Pyrénéens. Vous êtes, je crois, un enfant de Sousse. C'est ça, exactement. Vous êtes né à Sousse ? Oui, je suis né à Tarbes, à Clinique Bertrand, mais j'ai fait toute mon enfance à Sousse. Ouais. D'accord. Et une famille nombreuse, on m'a dit ? Oui, dernier d'une famille de 9 enfants. Répartition sœurs, frères ? Presque la parité, 5 sœurs, 4 frères. Très bien. Et vous êtes où, là, au milieu ? Je suis le dernier, quoi. Le dernier, tout petit, ouais. Le petit frère. Très bien. C'est ça. Les personnes à qui j'ai parlé de vous m'ont dit, mais attention, il y a quelqu'un qui joue un rôle très important là, pour les activités de Bouziane, c'est une de ses sœurs. Et tel qu'on me l'a décrit, j'ai cru voir la mère de Mbappé, vous savez, qui s'occupe de toutes les structures et tout ça. Est-ce que ça correspond ? Votre sœur s'appelle comment ? Elle s'appelle Leïla Benawali, donc elle est mariée. Elle n'a plus le nom de famille Bouteldja, mais en tout cas c'est Leïla. Et voilà, oui, effectivement, elle est vraiment très 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 impliquée aujourd'hui. Elle est arrivée un peu après à l'association, mais elle a très très vite pris sa place et la direction finalement de Densité. Parce que tout à l'heure on en parlera, mais c'est assez énorme. Densité, par exemple, ça représente combien de personnes ? Là, cette année, il y a 700 et quelques élèves qui prennent des cours de danse régulièrement, de manière quotidienne. Il y en a qui en prennent plusieurs. Et il y a aussi à peu près, ça représente 60-70 salariés à l'année. Ah oui. Ouais. Oui, Et c'est vrai que Leïla, elle s'occupe un peu de tout ça, à la manière de Madame Mbappé. Et vous dites à un moment donné, dans une interview que j'ai écoutée, qui est sur YouTube, que votre père, donc, était travailleur à l'usine. Dans quelle usine, là, puisqu'on est à Tarbes, tout ça, ça nous intéresse. Il a travaillé à l'époque à la Sogea. C'était un peu comme Gallego. Il s'occupait des travaux publics, ça a été acheté ensuite par une grosse entreprise, Vinci Autoroute, je crois, ou Vinci... comme Bouygues, Eiffage. Donc lui, il était plutôt dans les travaux publics, il restaurait les routes, il a aussi travaillé malheureusement dans des bâtiments où il y avait de l'amiante aussi, avec pas mal de travailleurs immigrés. D'accord. Mais en tout cas, il a beaucoup contribué à la reconstruction ou à la construction de ce qu'on connaît aujourd'hui de nos réseaux. Et votre père, à quelle génération ils sont installés ? Ils viennent d'Algérie, donc vous venez d'Algérie, la famille ? Oui, ils viennent d'Algérie dans les débuts des années 60, 63. Après l'indépendance. Juste après, ouais. D'ailleurs, ça a été très bizarre pour nous de comprendre comment des Algériens, après avoir fait la guerre, se retrouvent en France très rapidement après, derrière. Donc j'ai été chercher pourquoi nos parents ils avaient quitté l'Algérie alors qu'ils venaient de vivre une guerre contre des ennemis, on peut dire ça comme ça. Donc ils avaient participé à la guerre de libération du côté du FLN. Oui, pour mon père, pour votre père. Totalement. Bon. Mais il a quand même fait son service militaire quand il y avait encore la France, donc il était aussi ancien combattant, et il n'a pas vraiment fait la guerre, il a eu la chance, mais bon, il était quand même plutôt pro-indépendance. D'accord, il n'a pas été tenté par les harkis ou quoi que ce soit. Non. Bien au contraire. Oui, bien au contraire. Ouais. Même si les harkis, moi, je n'ai rien contre eux, au contraire. D'accord. Bien. Et
votre scolarité, je ne sais rien dessus, mais vous allez me renseigner. Simplement, il y a quelque chose qui m'a un peu intrigué, comme dans une autre vie, moi j'étais enseignant d'histoire et de géographie. Ouais. Et j'ai vu que vous faisiez de la géographie. Exact. Des études de géographie. Alors, oui, avant de faire des études de géographie, vous avez fait votre scolarité dans quel établissement? Au primaire à Sousse. À Sousse, à la maternelle aussi. Oui, oui. Ensuite, j'étais au collège Voltaire. D'accord. Et j'ai fini au lycée Marie Curie. Très bien. Où voilà, j'ai été en général, alors que, contre l'avis de mes professeurs du collège, ils voulaient plutôt m'envoyer à Jean Dupuis ou à Sixte. Oui, oui. J'ai tenu tout seul et j'ai été à Marie Curie parce que une des raisons pour lesquelles je voulais aller à Marie Curie, c'est parce que je savais qu'il y avait plus de filles qu'à Jean Dupuis. Ça m'a motivé à faire du général et même l'ouverture, quoi. Aujourd'hui, c'est tout bête, mais je pense, pour moi, il y avait plus de possibilités de rencontres différentes que ce que j'allais faire dans d'autres lycées. Donc j'ai été à Marie Curie, effectivement j'ai rencontré plein de gens nouveaux que je n'aurais pas rencontrés certainement dans d'autres lycées. Et donc pour moi ça a été un peu galère quand même les études. J'ai redoublé ma 5e, j'ai redoublé la terminale aussi. Donc mais bon, je me suis accroché et j'ai commencé la danse justement pendant les années lycée, pendant les années lycée, à la fin de mes années lycée. Et j'avais envie, j'ai toujours aimé la géographie, l'histoire. Je crois que c'est mon père qui aimait ça en fait. Il me faisait regarder beaucoup les émissions d'histoire le dimanche, malgré moi. C'est-à-dire, on avait une télé pour 11, donc on devait suivre. Et finalement, j'étais très très vite intéressé par toutes ces émissions qu'il regardait, les restitutions des guerres mondiales, et donc j'ai eu envie de faire de la géo parce que j'étais très intéressé par les cartes et je voulais travailler sur des cartes, soit cartographe, soit en tout cas imaginer de travailler dans cet univers-là. Aujourd'hui, avec toutes les applications, je pense que j'aurais eu du travail à cet endroit-là. Mais ouais, j'ai été très attiré par tout ce qui était espace. Donc finalement, je me suis retrouvé, je pense, plus tard dans la chorégraphie. Et vous vous êtes inscrit dans une fac pour faire de la géographie? Oui, j'étais inscrit pendant 2 ans. Où, à Pau? Non, à Toulouse. À Toulouse. Donc j'ai vécu 3 ans à Toulouse. Bon. Donc on aurait pu se rencontrer. Bon, c'est ça. Moi j'étais au Mirail. Ouais. Oui. Très bien. Bon, et vous avez abandonné en Dug, donc j'ai abandonné en Dug parce que j'ai rencontré la danse. D'accord. Et qu'au début, je pensais pas que ça allait devenir un métier, c'était une passion. Même au début, je voulais pas danser du tout, quoi. Je sais pas, je suis tombé dessus par hasard à Mouissé. Il y avait des activités avec l'association Médiane qui proposait des cours de danse. Donc une association qui est implantée depuis des années ici sur le territoire tarbais aux Pyrénéens. Et elle a proposé une activité danse hip-hop avec un danseur de Toulouse, justement. Et j'ai fait 1 heure de cours avec lui et ça m'a donné l'envie de continuer, quoi. Mais vraiment, c'était pas, j'ai pas été m'inscrire, c'est parce que ça faisait partie des activités de la semaine, comme aller à Payolle, comme aller au bowling, ou je sais pas à l'époque. Et pour pouvoir justement participer à cette semaine-là, il fallait tout faire. Et j'ai même été à contre-cœur au début à l'atelier de danse. Ouais. Et comme il me reste des gènes d'historien, quelques dates. Vous commencez là, vous êtes avec le hip-hop quand? En 98 par là, non? Ouais, 97-18. Voilà. Ouais, c'est ça. D'accord. Totalement. Bien. Ben, j'ai 17 ans et demi quand je commence le hip-hop. Ouais. Ok. Le breakdance, donc tout ce qui est danse au sol, les figures, c'est ce qui attire les garçons au début, parce qu'on ne veut pas danser comme les filles, entre guillemets, même si plus tard on comprend que c'est pas du tout ça, mais on a quand même, on vient de ces milieux-là où la danse, c'est pas forcément pour les hommes. Mais le hip-hop et le breakdance, c'est quelque chose qui peut s'adresser aux hommes parce qu'il y a le côté un peu physique, gymnastique qui altère le côté danse, quoi. Discipline olympique même. Discipline olympique aujourd'hui, en 2024. Et après, je vous livre à vos 2 interrogateurs, mais à propos du hip-hop, on parle souvent du rap. Je vois pas la liaison, moi. Le rap, c'est des chants parlés. C'est ça. Et donc le hip-hop, en fait, on appelle ça une culture. Nous, c'est une culture avec des disciplines dans lesquelles il y a le rap, il y a les danses, il y a plusieurs styles de danse, et même il y a plusieurs styles de rap. Il y a le slam, le rap, aujourd'hui il y a la trap, la drill. Donc il y a plusieurs styles musicaux qui sont rattachés au hip-hop. Et après, il y a aussi les graffitis. Et il y a aussi plusieurs styles dans le graphe. Et il y a le DJing. Donc le DJing, c'est les DJ qui scratchent, qui passent des vinyles à l'ancienne. Et donc tout ça, c'est des disciplines qui font partie du hip-hop. Et les danses
hip-hop, voilà, il y a le breakdance, c'est les danses au sol, il y a le popping, le locking, tout ça c'est des danses debout. Donc il y a énormément de danses. Et voilà, tout ça c'est une culture aussi avec des valeurs qui sont peace, love and unity normalement. Hein. Paix, amour et unité. Donc forcément, oui, c'est des valeurs hyper importantes. Oui, Eliane Pérus. Alors, vous avez découvert dans le hip-hop à 17 ans et quelques. Oui. Et puis, vous avez au culot forcé la porte du parvis. Et c'est comme ça que vous avez été amené à découvrir la danse contemporaine. Alors, parlez-nous de cette découverte avec le parvis. C'était Marc Bellit à l'époque. Oui, c'était Marc Bellit. Et il y avait aussi Béatrice Dopagne à charger de secrétaire général. Secrétaire général, voilà. Et ouais, effectivement, moi, quand on commence la danse et qu'on est seul à Tarbes, on pense qu'on mérite de passer au parvis. Donc j'ai insisté pour pouvoir y aller. Donc ça a pris finalement plusieurs années avant de pouvoir vraiment s'implanter. Par contre, ouais, ce que je dis souvent, le parvis a ouvert des portes en m'accompagnant vers la professionnalisation en tant que chorégraphe et danseur, surtout chorégraphe, parce que je commençais à être danseur professionnel pour d'autres compagnies. Mais oui, j'ai forcé, je voulais absolument avoir une représentation au parvis. Dès les 3 premières années, c'est-à-dire en 2002-2003, je pensais déjà que je pouvais ouvrir les portes du parvis comme si c'était la MJC du quartier ou un truc comme ça. Et après, en allant voir des spectacles, donc le deal avec le parvis, c'était aussi d'aller voir des spectacles de danse pour pouvoir voir où en était le niveau national et international, puisque on pouvait voir autant Maggie Marin que même Ross, c'est un groupe de hip-hop brésilien qui venait, ou Acro-Rap à l'époque aussi. Donc il y avait énormément de compagnies qui venaient ici. Et donc ouais, au début, ça m'a un peu refroidi de me dire, ok, il va falloir que je travaille encore avant de pouvoir présenter quelque chose au parvis. Mais ouais, il y a eu cet accompagnement et une première coproduction, et une première diffusion, une date de diffusion en 2012. Donc, mais c'est quand même finalement assez rapide dans mon cursus de danseur et de chorégraphe. En 12 ans de passer de... Et vous n'avez pas pensé frapper à la porte du théâtre Saragosse de Pau, qui était spécialisé dans la danse, non Espace pluriel. Espace pluriel, non, pas forcément, parce que c'est vrai qu'on a cette frontière, cette barrière un peu... Je travaillais avec des danseurs de Pau, parce qu'on était aussi dans les compétitions, les battles. Au début, on faisait des compétitions, donc souvent on tombait contre Pau, contre Lourdes. Il y avait pas des compagnies, mais des groupes de danse un peu partout. Et c'est vrai que non, l'espace pluriel, non, on est... Il faut dire que la frontière entre la Bigorre et le Béarn qui existe, et la confrontation qui existe au niveau du rugby, par exemple, se reproduit au niveau du hip-hop et au niveau de... Non, je plaisante, mais je comprends ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il y a quand même un ancrage d'abord très tarbé quand même, et puis pyrénéen plus largement. Ouais. Moi, je voulais juste dire une chose, c'est drôle, parce qu'on s'est rencontrés avec Bouziane. Moi, j'étais parti, il a commencé le hip-hop, j'étais parti de Tarbes. Et c'est vrai que ce qui est assez rigolo, c'est que j'habitais pendant des années, alors on a je crois 7 ans d'écart, je suis 7 ans plus vieux malheureusement, et j'habitais avec mes parents à côté de l'école maternelle de Sousse, donc ils devaient passer devant tous les jours, mais voilà, on ne se connaissait pas à l'époque, et on s'est rencontrés grâce à Béatrice au Festival d'Avignon. C'est la première fois qu'on s'est vus. Moi je travaillais à Albi, et Béatrice Dopagne, dont Bouziane parlait tout à l'heure, nous a présenté, et c'est vrai que c'était notre première rencontre au Festival d'Avignon. C'est ça. On a dû quitter la Bigorre pour se rencontrer, ouais. Voilà. Après, c'est vrai que, peut-être juste pour dire une chose, moi qui m'intéresse beaucoup dans le travail de Bouziane, c'est que quand on arrive, pour prendre un lieu comme le Parvis, on doit écrire un projet. Écrire un projet qui décrit ce qu'on souhaite faire à la tête d'une institution culturelle. Et l'un des axes de mon projet est axé sur ce qu'on appelle les écritures du réel. Et Bouziane, son travail est complètement dans cet environnement-là. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de ce que ça veut dire pour toi l'écriture du réel ? Oui, c'est clair, c'est quelque chose qui me parle, dans le sens où aujourd'hui, je pense que je danse pas par hasard, hein. Je danse parce que j'ai besoin de raconter des choses, de dire des choses qui me touchent. Et pour moi, la danse, ou en tout cas faire des spectacles, c'est un moyen de faire de la politique, ou à mon niveau, bien sûr, mais en tout cas, c'est quelque chose que je mets vraiment au service de ce que j'ai envie de défendre ou de raconter. Et donc oui, je pars souvent de la réalité, c'est-à-dire même la gestuelle aujourd'hui, même si je viens du hip-hop
et des danses actuelles. J'adore raconter le réel par le corps. Donc forcément, je vais parler de la jeunesse à travers du corps. Je vais parler aussi des problématiques de migration dans Rupture, qui a été un spectacle qu'on a joué en 22 au Parvis. Et donc c'est vraiment le corps au service de ce qui se passe, de la société aujourd'hui, des problématiques ou même de ce qui va bien dans les sociétés, parce qu'il y a aussi des choses qui marchent. Donc ouais, c'est hyper important pour moi de parler de parler avec le corps de la vie d'aujourd'hui, quoi. Alors vous êtes parti d'altérité, Ouais. art et création, donc c'est tout un programme, hein, puisqu'il y a quand même une évolution, mais il y a quand même dans vos chorégraphies ce que j'appellerais peut-être un engagement citoyen, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de faire passer quand même des messages. Exactement, c'est ce que je disais tout à fait. Ouais. Il y a vraiment cette volonté, cette envie de partager aussi ce que moi je vis, puisque j'ai la chance de travailler un petit peu partout en France et avec des publics très très différents, que ce soit des quartiers, en milieu rural, en prison ou dans des centres pour personnes âgées. Ou vraiment, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens, même au primaire ou même des fois à la maternelle. Et je veux mettre ce qui marche aussi, ce que j'arrive à faire avec eux. J'ai envie de le raconter sur le plateau en danse pour être un moteur pour des gens qui se cherchent encore ou qui ont encore besoin de s'expérimenter. Donc ouais, c'est très citoyen, on parle de laïcité, de république, des valeurs qui pour moi sont fondamentales, qui marchent en tout cas, parce que je me rends compte que les valeurs qui marchent le plus aujourd'hui, même si elles sont des fois déroutées ou en tout cas reprises pas pour les bonnes raisons par certaines personnes, les valeurs républicaines, laïques, comment on peut les mettre sur le plateau et comment montrer que ce sont des choses qui marchent, quoi. Et vous dénoncez aussi la discrimination. Forcément, ça va avec, ouais. Après, je crois qu'il y a une chose importante, mais peut-être que tu ne seras pas d'accord, hein, mais densité, c'est une constellation avec effectivement ta sœur Leïla qui gère au global densité. Et effectivement, on va dire l'association, son lieu, le centre d'art, le centre de danse, quoi, donc densité, les locaux. Il y a une activité donc d'école de danse, il y a une activité citoyenne, sociale très importante, ce que vous dites, Eliane, notamment dans les quartiers prioritaires. Et après, il y a l'activité artistique. Or, pour moi, quand je parle d'écriture du réel, ce que je veux bien préciser, c'est que pour moi, tu ne fais pas du spectacle documentaire, on est d'accord ? C'est-à-dire que ça veut dire comment on s'inspire, comment on puise dans le réel, dans notre vie d'aujourd'hui, une matière, et comment on la réenchante aussi sur un plateau de théâtre. Et c'est quand même très important. C'est-à-dire ça existe aussi le spectacle de théâtre documentaire, des gens qui font vraiment quelque chose de la même façon que c'est la différence entre la fiction et le documentaire au cinéma, par exemple. Je sais que j'ai vu notre camarade Georges hier au cinéma au Parvis, le spectacle de le film de Jonathan Glaser là sur Rudolf Hess, la vie de Rudolf Hess. La zone d'intérêt, ça y est, ça me revient. Pardon, mais ce que je veux dire, voilà, c'est que Bouziane, on est typiquement là-dedans. Pour moi, c'est exactement ça. C'est quand même un film de cinéma extrêmement bien fait, sur un plan esthétique, c'est formidable, sur un sujet extrêmement grave, et qu'en creux, on entend, on voit, on comprend plein de choses. Et je fais une comparaison qui est un peu rapide, mais je crois que le travail de Bouziane, c'est exactement ça. C'est-à-dire fait de suggestion, mais pas de représentation. C'est ça. Exactement. En tout cas, la danse permet de suggérer et pas d'imposer des idées, même si moi, c'est vrai que j'ai des idées, mais c'est comment, effectivement, je transforme, je sublime un petit peu ces choses qui peuvent être difficiles aujourd'hui dans nos sociétés et comment faire un spectacle de danse qui émerveille le public ou qui l'amène ailleurs ou qui l'amène à se poser des questions. Déjà, c'est déjà pas mal. Et à ouvrir aussi à des possibilités d'un ailleurs, quoi. Et c'est vrai que par rapport aux écritures du réel, je pense que c'est aussi très très inspiré de ma vie personnelle. À chaque fois, j'y mets du personnel beaucoup, quoi. Alors vous avez aussi travaillé avec la PJJ de Marseille, donc comment avez-vous travaillé dans ce domaine ? Je travaille avec la PJJ de Marseille, c'est vrai. Avec, la PJJ, c'est-à-dire la protection judiciaire de la jeunesse. D'accord, il me semblait, mais je ne voyais pas le rapport là. C'est des jeunes soit qui ont fait des fautes graves
sont trop jeunes pour aller en prison, soit c'est aussi des jeunes protégés par la justice parce qu'ils sont dans un environnement pas propice pour grandir, il y a trop de violence, donc ils sont aussi accompagnés pour être mis en sécurité, entre guillemets. Et donc oui, c'est des publics très très délicats, difficiles pour certains, et en même temps, c'est des jeunes avec plein d'envie, mais qui sont vraiment dans un cadre de violence extrême. Donc oui, l'idée c'est d'aller les rencontrer, de leur dire je vous comprends, je vous écoute, j'ai envie de travailler avec vous, de vous rencontrer, et on essaye de créer ensemble un petit projet, un petit spectacle de danse où ils sont mis en valeur sans les mettre en difficulté par rapport à la technique de la danse. Pour ça aussi que c'est intéressant, parce que si j'arrive avec une technique de danse hip-hop, ils vont soit s'enfuir, soit ils n'y arriveront pas en quelques jours à monter quelque chose. Mais je pars de leur corps pour les amener petit à petit à une danse qui leur correspond le plus possible, qui part d'eux, donc une danse aussi du réel pour le coup. Je fais ça aussi dans les ateliers de travail. Je pars du corps, des corps tels qu'ils sont, pour essayer de monter avec eux quelque chose qui parle d'eux, qui les met aussi dans une situation de fragilité, mais en même temps de poésie qui ne connaissent pas. Donc c'est comment rendre leur corps plus poétique et leur donner cette chance de pouvoir... et ils nous le rendent bien, vraiment, quand moi je travaille, quand je partage avec eux ces moments-là, pour moi c'est vraiment, je grandis énormément, quoi. Je me dis, mais il y a aussi des jeunes d'un peu partout en France, en milieu rural aussi, il y a des problématiques, notamment on est présent sur... On est présent sur Bagnères et sur beaucoup de lieux. Donc l'idée c'est de pouvoir travailler avec des villes à Lourdes, des villes comme Saint-Lary, des villes comme Bagnères, tous ces petits villages à Tri-sur-Bèze. On essaye d'être à Vic, on essaye vraiment au niveau local, on essaye aussi d'être présent parce qu'il y a forcément un gros manque de culture, mais surtout en danse. Même si on est un département où on a beaucoup de chance par rapport à d'autres départements sur la danse, notamment sur la possibilité de faire des actions, ça reste quand même assez faible par rapport à la demande qu'il y a et l'envie des petits villages et des gens dans les milieux ruraux de rencontrer la danse et d'aller vers de l'art en général. Donc oui, il y a cette envie de travailler forte avec des publics différents, pas forcément des publics danseurs, mais comment on insère aussi des non-danseurs comme les jeunes de la PJJ et comment on se sert de la danse pour les aider à s'épanouir ou à grandir, quoi. Et vous dites aussi que c'est un moyen aussi de les sortir du monde virtuel. Ouais, tout à fait, parce qu'ils sont très très fermés sur les réseaux sociaux. Et donc les réseaux sociaux, ils ont plein de qualités, mais ils ont aussi des défauts, c'est de les renfermer et de ne plus aller rencontrer l'autre physiquement, et c'est hyper nécessaire d'aller rencontrer l'autre physiquement. Donc ouais, c'est aussi leur donner la possibilité de reprendre possession de leur corps et donc d'aller vers la rencontre de l'autre. Je souscris complètement à ce que tu dis, puisque je pense que dans nos structures qui sont vraiment différentes, on essaie quand même de travailler à peu près dans le même sens, me semble-t-il, notamment par rapport à cette question d'aller chercher la jeunesse. Voilà, quand on accueille un artiste comme Wally, par exemple, qui nous dit... Voilà, il y a des gens qui font des spectacles jeunes publics. Moi, je fais des spectacles vieux publics, c'est-à-dire que je travaille uniquement avec des profs, avec des retraités, et parfois, c'est même les deux à la fois. Donc, c'est ce qu'il raconte, mais c'est une réalité quand même. C'est-à-dire que nous, la difficulté, c'est comment on va chercher la jeunesse et comment on lui donne envie de revenir dans nos salles. Et typiquement, ce que tu fais avec le projet Récréation, c'est aussi l'objectif, c'est de faire en sorte de faire venir la jeunesse dans les salles de spectacle, de les convoquer sur le plateau, parce que cette dimension-là, la dimension participative, est aussi importante dans tes projets. Bien sûr. Oui, c'est clair que l'idée de pouvoir aller s'adresser à ces jeunes pour qu'ils puissent se réapproprier ces espaces-là de culture, de théâtre, de cinéma, et qu'ils puissent sortir de chez eux ou de l'espace des réseaux sociaux, des écrans, forcément, il faut aussi imaginer des projets qui parlent d'eux, donc comme Récréation, et de les intégrer aussi sur le plateau. C'est ce qu'on a fait sur la dernière pièce. On met des jeunes sur le plateau pour qu'ils se rendent compte à quel point ils ont leur place déjà, et pour aussi montrer au public ces jeunes-là ont des choses à dire et qu'on peut parler d'eux tout en étant dans une sphère de création aujourd'hui, ce qu'on appelle la création contemporaine du spectacle vivant, et je pense qu'on peut vraiment faire le pont entre cette jeunesse-là et le spectacle vivant de manière générale. Et c'est ce qu'on essaye de faire, effectivement, avec Densité, le Parvis aussi, et d'autres lieux à Tarbes et ailleurs, j'espère.
Et donc vous avez repéré toute cette gestuelle pendant les récréations pour créer le spectacle. Exactement, ouais, on s'est inspiré vraiment de leur gestuelle. On a parlé, pas forcément de la flemme, je préfère dire la nonchalance parce qu'ils ont des corps très relâchés aujourd'hui. Moi je pense qu'adolescents, on a tous eu ces corps un peu d'ailleurs. Mais en tout cas, c'était parler d'eux, de la gêne aussi, parce qu'ils sont très gênés dans les corps dès qu'on sort des zones de confort, dès qu'il y a le bassin qui bouge, on va avoir des attitudes, des mecs qui se mettent devant la bouche, des sourires, des choses qui marquent la gêne. Donc on est parti de ça. On est vraiment parti de ce qu'on a vu chez eux pour écrire une pièce. Et surtout, on a parlé aussi de ce qui va chez eux. C'est-à-dire qu'ils sont encore très curieux, ils vont découvrir d'autres danses. Sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a toutes ces danses drill et afro qui sont énormément à la mode, donc comment on les met sur un plateau aussi, et aussi les célébrations, parce qu'on leur a dit qu'en fait, souvent la question c'est ouais, je danse pas, je sais pas danser, mais par contre dès qu'ils marquent un but, même le petit il va courir, il va danser, et donc c'est aussi de leur faire prendre conscience qu'ils sont tout le temps en train de danser, et que la danse ça fait partie de leur quotidien, même si ils ont l'impression de ne pas être danseurs. Ils sont en mouvement. C'est ça, mais le mouvement c'est la danse, ouais. Il y a tout un travail à faire, peut-être qu'il est fait et que je ne le connais pas, vous allez me le dire tout de suite, mais un travail d'explication, si je peux dire, pour la génération la plus ancienne. Aujourd'hui, vous avez accepté très gentiment de parler dans une radio qui est écoutée, pas uniquement, mais surtout par un public âgé. Donc, ce public ne va pas, ne se sent pas concerné en général directement, soit alors par l'intermédiaire des petits-enfants, par exemple, ça c'est possible. Et ce public, donc, ne comprend pas, ne sait pas. Il voit le nom de vos spectacles, etc. Donc, il faudrait trouver moyen, comme vous essayez de faire aujourd'hui, d'expliquer, parce que pour des personnes âgées, j'en fais partie, vous utilisez un langage qui est la danse, vous privilégiez le corps, tout ça, ce ne sont pas les outils habituels utilisés par la génération la plus ancienne. La génération la plus ancienne, elle écrit, c'est tout autre chose. Donc je pense qu'il y a un travail, non pas, encore une fois, pour conquérir obligatoirement ce public, car c'est une question quand même de génération, mais au moins pour lui expliquer ce qui se passe et l'importance de votre approche. Alors, tu vas pouvoir répondre, Louisiane. Juste, je tiens à dire une chose. Très souvent, quand on programme des spectacles au Parvis, quand les artistes sont d'accord, on fait ensuite une rencontre ce qu'on appelle en bord de scène. Là, alors ça ne marche pas toujours. Parfois, il y a 20 personnes qui restent, parfois, personne ne reste. Là, pour le spectacle Récréation, il y avait à peu près 400 personnes qui sont restées pour la rencontre en bord de scène qui a duré 1 heure. Où là, justement, Bouziane, et pas que lui d'ailleurs, et l'ensemble de ces danseurs, et y compris les jeunes du lycée de Sarsan de Lourdes qui participaient au projet, ont pu expliquer ce qu'ils faisaient, ont pu expliquer toute la démarche, expliquer ce que c'était les célébrations. Moi, au départ, quand Bouziane m'a parlé des célébrations, je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai compris. C'est par exemple quelle est la gestuelle de Mbappé quand il marque un but, quelle est la gestuelle de Griezmann. Moi, j'ai reconnu la célébration de Griezmann quand il marque un but, par exemple. Et tout ça, c'était intégré. Et donc, c'est vrai que ça, c'est très important. Je pense que la difficulté, c'est de faire la démarche, de se dire, je prends un risque d'aller voir ce spectacle qui n'est pas, comme vous le disiez, Jean-François, dans mon environnement immédiat. Et si on arrive à avoir cette curiosité-là, derrière, souvent, Eliane le sait, on fait ces rencontres qui permettent justement de comprendre et d'avoir les clés de compréhension des différentes propositions. Mais moi, c'est pas à ça que je voulais faire référence, c'est surtout ton prochain projet dont on a parlé à midi, et qui va tout à fait dans le sens de ce que disait Jean-François. Exactement. Donc là, bon, déjà, moi, j'essaye d'expliquer au maximum à chaque fois. C'est vrai que je vous ai parlé de drill, je vous ai parlé de trap, je vous ai parlé de style de danse actuel, mais je reviendrai après. Donc là, l'idée pour moi, ma prochaine création, justement, parce que souvent, mais même, vous dites les personnes d'un certain âge, mais même les jeunes, des fois, ils ne savent pas ce que c'est la danse et les danses en général. Et j'ai donc eu l'envie de faire une conférence qui s'appelle Des danses et des luttes. Justement, on parlait de discrimination, je suis très engagé dans les luttes contre les discriminations, mais toutes les discriminations. C'est pas parce que je suis maghrébin que je dois, d'origine maghrébine, moi je me sens très français.
et surtout pyrénéen aujourd'hui. Je pense qu'on peut être citoyen du monde, mais il faut avoir un ancrage très fort. Et les Pyrénées, je trouve que c'est un bon ancrage pour pouvoir se sentir citoyen. En tout cas, voilà. Et donc, l'idée, c'est de parler de l'histoire des danses en lien avec des luttes ou avec des rencontres. Par exemple, le flamenco, c'est la rencontre des Gitandins, des Andalous du sud de l'Espagne, de Séville, autour de Séville notamment, qui se rencontrent et qui vont créer par la rencontre des instruments, par la rencontre des corps, qui vont créer ce style un peu unique qui va devenir le flamenco et qui sera quelque chose de vraiment très localisé. Mais à la base, c'est des danses qui viennent d'un peu partout. Et donc, pouvoir expliquer ça, de dire que la rencontre permet des nouvelles choses, mais aussi que des danses comme le hip-hop sont nées de lutte contre la violence interquartier, que le crump est né contre la lutte des violences des jeunes entre eux, ou même des violences policières, ou comment on crée un mouvement artistique qui permet d'exprimer une violence en tout temps en train de tout casser. Donc voilà, c'est expliquer tout ça et en même temps rappeler un truc vraiment essentiel, c'est que le hip-hop, les danses actuelles, la drill par exemple, c'est juste un nouveau style de rap un peu plus rapide qui permet de danser un peu plus. Donc les danses, c'est de la hype. Je sais pas si vous vous rappelez de MC Hammer, ça vous dit quelque chose quand je dis non, voilà. Donc MC Hammer et qui faisait de la hype. Il y a aussi des dessins animés où on voit des animaux, Madagascar, où on voit des animaux danser ça. Et la hype, ça vient aussi du jazz, mais ça vient aussi du blues. Donc en fait, les danses aujourd'hui, ce que je veux raconter, c'est que des continuités. Et que les danses traditionnelles bigourdanes, elles sont aussi... On retrouve les mêmes pas dans quasiment toutes les danses du monde. Ce qui va changer, c'est un peu le style, des fois la tenue vestimentaire. Mais moi, par exemple, dans la conférence, j'explique comment un pas, on peut le retrouver chez les Celtes, chez les danses celtes, chez les Maures, chez les Indiens, chez les danseurs hip-hop des États-Unis, chez les Brésiliens de samba, et avec le même pas que j'ai inventé. En plus, j'appelle ça le jongle, c'est un pas que tout le monde peut faire, qu'on ait 3 ans ou 95 ans. Je mime le jonglage du foot et en fait, on peut le faire sur n'importe quelle musique. En adaptant un peu le style, on a vraiment l'impression de voyager avec un seul pas, mais ça montre à quel point les danses, c'est juste de la continuité et que ça évolue, certes, mais ça évolue parce que ça se rencontre, parce que ça se mélange, mais on a quand même une base commune, les humains, c'est de marcher, et on le retrouve très très bien dans toutes les danses. Et notamment, par exemple, si je prends le pas de bourrée, qui est un pas qu'on retrouve dans les danses classiques, on le retrouve dans quasiment toutes les danses. On peut le décliner à l'infini pour le retrouver dans n'importe quel style. Et la drill, c'est juste une continuité du hip-hop qui est elle-même une continuité du blues, quoi. Donc pour moi, c'est hyper important que les gens sachent ça, donc je vais essayer de raconter tout ça. Et pourquoi pas même faire une mallette pédagogique autour un petit livre qui explique pourquoi on danse. On danse pas par hasard aussi. Quand il y a des danses, elles sont nées vraiment dans des luttes. Je pense que le voguing contre l'homophobie. Il y a la capoeira qui est une danse dissimulée mais qui est quand même née contre l'esclavagisme au Brésil. Il y a quand même le pansula contre l'apartheid. Donc il y a tout un tas de styles de danse qui naissent comme ça dans des luttes et qui méritent que quand on les regarde, on comprenne pourquoi ces jeunes ils dansent ça, pourquoi même les jeunes des fois ils dansent aujourd'hui, ils savent pas pourquoi ils dansent ça. Moi, je voulais revenir sur ce que Jean-François Soulier a dit tout à l'heure. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'histoire de l'âge, du clivage par l'âge. Je crois qu'on a peut-être besoin d'un décryptage, mais je crois qu'à partir du moment où il y a l'émotion et la beauté, je crois que quel que soit l'âge, on y a accès. Ça c'est sûr, oui, bien sûr, c'est ce qui nous réunit tous, les émotions, et même pour aller plus loin dans l'âge, c'est ce que je disais, des fois on a des jeunes, ils connaissent pas ce qu'ils dansent, c'est du mimétisme, ils savent pas pourquoi on fait ces pas-là aujourd'hui, mais ils ont une histoire qui dépend de plein d'autres styles de danse en plus, quoi. Les danseurs hip-hop, moi je dis souvent, on n'a rien inventé, mais on a juste recréé avec du nouveau, on a réinventé, mais on n'a pas forcément créé des choses très 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 nouvelles. Tous les mouvements, même les figures, elles existaient dans la gym, dans la capoeira, dans les arts martiaux ou même dans les danses africaines au sol, il y en a beaucoup. Mais oui, c'est pas une question, je suis d'accord, c'est pas une question d'âge forcément, parce que on peut avoir des personnes très âgées, très informées sur ce qui se passe, et des personnes plus jeunes qui... Mais ça fait toujours question, moi je travaille beaucoup sur la question des références, à qui on s'adresse, comment on s'adresse,
Est-ce qu'il doit y avoir des codes de lecture pour le public? Moi, en tout cas, je suis sûr de ça parce que je viens de ça. Je viens de ce milieu. Par exemple, ma famille, elle ne peut pas aller au théâtre et être touchée que par un mouvement si elle n'a pas accès, parce que c'est pas son univers, Et donc moi j'aime bien m'adresser, c'est pour ça que la conférence, j'aime bien m'adresser à des publics qui vont pas au spectacle parce qu'ils ne comprennent pas, ils ont peur. Et surtout, c'est pour beaucoup, aller au théâtre, c'est aussi un level, un niveau culturel qu'ils ont peur de ne pas avoir en fait. Donc ils se mettent des barrières parce qu'ils ont peur de ne pas comprendre et d'être mal à l'aise par rapport au reste du public et toutes ces questions toutes ces barrières qu'il faut effectivement briser. Alors vous avez fait des films, mais par exemple il y a L'Envol que vous avez passé à l'Institut français du Caire. Alors qu'est-ce que c'était L'Envol et pourquoi, dans quel objectif? Donc quand on fait des films et quand on a déjà des spectacles de danse, l'idée c'est quand même de montrer de manière différente comment on traite la danse. C'est une façon de raconter Rupture, L'Envol, par l'image, par la vidéo. C'est aussi une rencontre avec un réalisateur, Nicolas Abbas. C'est aussi des rencontres artistiques qui font qu'on a envie de créer des nouvelles choses. Mais l'envie, on a gagné un prix au Festival du Caire, effectivement. Et l'idée, c'était de raconter le spectacle Rupture qui parle des mouvements migratoires, pourquoi les gens se déplacent, pourquoi depuis toujours. Donc l'envol, c'est forcément l'oiseau qui essaye de décoller ou qui décolle. Souvent, je dis aux Marocains avec qui je travaille, vous êtes moins libre, vous êtes beaucoup moins libre qu'un oiseau, en fait. Parce que vous n'avez pas le droit de venir en France sans le visa et des fois on vous le refuse malgré les contrats qu'ils ont avec moi. Donc l'envol c'était ça, se dire finalement on aimerait tous être des oiseaux, qu'il n'y ait plus de frontières, qu'on puisse voyager autant qu'on le souhaite, mais c'est pas possible et donc on raconte tous ces mouvements migratoires, notamment l'idée de commencer à filmer au Maroc, c'était un peu le chemin des migrants, c'est un peu le chemin des migrants d'aujourd'hui, même si ça s'inscrit dans quelque chose pour moi qui existe depuis que Homo sapiens existe, c'est-à-dire on a colonisé le monde en détruisant énormément d'espèces, ça fait partie de notre société, de coloniser, en tout cas d'aller découvrir d'autres lieux. Moi je préfère cette expression de découvrir, la curiosité, tout ce qui est navigateur ou en tout cas explorateur, ils ont cette curiosité-là. Et donc l'idée, on a filmé au Maroc, en Marseille et à Foix. C'est à la fois le chemin des migrants d'aujourd'hui, mais c'est aussi le chemin de mon père qui est parti d'Algérie, lui, mais qui est arrivé d'abord à Bordeaux, dans une grande ville. Et comme il y avait plus besoin de gens dans des petites villes, il est venu à Tarbes. Donc on a fait ce chemin-là pour montrer à quel point aujourd'hui on a aussi besoin de ces gens-là, parce qu'il y a des secteurs d'activité qui demandent, et notamment parce que je suis aussi artiste associé à la scène nationale de Foix avec Carole Albanese. Et donc voilà, on voulait raconter ça par l'image pour que ça touche un plus grand public. Je l'ai montré hier à une classe de CFA, ils ont hyper accroché, on a pu discuter, débattre. Donc une classe de CFA à Foix qui n'était pas du tout prêt à aller au spectacle. Et l'idée, c'est aussi comment on peut ramener par le film des gens au spectacle, quoi. Il y a beaucoup de films qui ont du succès. Par exemple, Encore de Cédric Clapiche, qui est un film superbe. Ouais. C'est quelque chose qui a eu beaucoup de succès. Oui, c'est vrai. Après, moi, ça me fait penser, là, quand on parle de rupture, quand même, c'est fou quand la réalité rejoint la fiction. C'est-à-dire que le spectacle a été créé à Tarbes, après une résidence à Tarbes, et le spectacle était pensé pour une compagnie marocaine, fait de danseurs, pour des danseurs marocains, et en fait, ils n'ont pas eu les visas pour sortir. Ça veut dire que le Rupture a été créé à Tarbes avec une autre équipe artistique que celle pour laquelle elle était destinée au départ. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué, mais moi ce que je voulais aussi, peut-être pour changer de sujet, mais en tout cas pour prolonger les choses, c'est qu'on parle de la jeunesse, c'est sûr qu'on est tous très inquiet en tout cas de la voir déserter nos lieux et nos propositions en général, je ne parle pas du parvis mais que ce soit de densité ou tout le monde, et c'est vrai que moi j'ai une question vraiment à te poser, c'est qu'il y a la jeunesse, il y a la diversité culturelle, sociale, etc. Et c'est vrai que sur le spectacle Récréation à Tarbes, là
quand on regarde la salle, on a l'impression que nous, théâtre de service public, de mission de service public, on a l'impression là de parvenir à ce à quoi on devrait parvenir tout le temps, c'est-à-dire avoir une réelle mixité dans la salle. Une mixité en termes d'âge, une mixité en termes d'origine culturelle, une mixité en termes d'origine sociale, etc. Là, on y parvient. Ma question, c'est est-ce que ça marche partout ou est-ce que ça marche ici parce que tu es de Tarbes, parce que Densité est à Tarbes et que du coup tout le monde te connaît et te soutient et a envie de venir voir ce que tu fais. Et ma question, c'est quand tu es à Marseille, quand tu es à Foix ou ailleurs, en dehors, je dis bien, en dehors du travail que tu as fait par exemple avec le CFA, etc., est-ce que le fait de dire Bouziane Boutelja présente rupture, etc., est-ce que sur ton nom ou sur la façon dont on communique, est-ce que tu arrives à obtenir cette mixité comme celle que tu arrives à obtenir à Tarbes? Alors, je pense que ça dépend, ouais, effectivement, ça dépend de beaucoup de choses. Donc souvent, quand je me déplace aujourd'hui dans d'autres villes, il y a très très souvent, et je suis très repéré pour ça maintenant, c'est la question de toutes les actions que je peux faire autour de ma venue en tant que chorégraphe. Qu'est-ce que je peux apporter aussi sur le territoire en termes d'ateliers avec, on disait la PJJ à Marseille, mais aussi des groupes de réfugiés, il y a aussi des groupes... Et je pense qu'en termes d'âge, oui, je pense que j'arrive toujours à toucher comme ça une mixité de public, même en termes... ce qui manque un peu peut-être, ben là c'est aussi un travail qui est fait à Tarbes et qui n'est pas fait partout, en tout cas en lien avec le parvis Médiane et Densité par exemple, je pense à ces actions, mais il y en a d'autres, il y a Passing, il y a tout un tas de lieux, qui fait qu'on va avoir aussi des femmes de quartier qui viennent. Ça c'est vrai que j'ai vu, il doit y avoir une cinquantaine de femmes de quartier samedi après-midi soir au parvis, quoi. C'était impressionnant. Et c'est vrai que c'est bien, et ça mixe. Ça, c'est peut-être un peu plus difficile dans d'autres villes, mais ça dépend aussi vraiment du travail, effectivement, de territoire de chaque lieu. Mais j'arrive quand même à avoir une mixité de jeunesse, mais c'est aussi, je pense aussi, je sais pas si c'est le cas avec d'autres spectacles hip-hop au parvis, est-ce qu'on a aussi une mixité quand il y a Mourad Merzouki qui vient, ou est-ce que elle n'est pas aussi peut-être variée, quoi? Non, je pense pas, ouais. Et par contre, oui, moi j'ai ça parce que je travaille chaque fois avec des groupes à Marseille, avec des groupes de réfugiés, avec Zoul, avec 30 amateurs au plateau aussi. Donc il y a quand même... l'idée de travailler avec des amateurs au plateau, c'est aussi de ramener un public comme ça, un peu voilà, diversifié, un peu éclectique, des parents des enfants de Lourdes qui étaient jamais venus au parvis. De Sarsens, c'est clair que c'était hyper important pour nous de pouvoir les faire se découvrir. Et c'est ça, moi, c'est ce que je dis. Moi, ma mère n'est jamais venue voir un de mes spectacles, par exemple, et je ne veux pas la forcer. Ça m'arrange presque parce que c'est deux mondes très différents. Mais l'idée de me dire, ma volonté, c'est de faire venir des gens qui ne vont pas au théâtre comme moi. Si je n'avais pas rencontré la danse, je n'irais certainement pas au théâtre, quoi, c'est clair. Et j'ai l'impression qu'ils passent à côté de quelque chose. Donc j'ai envie de leur dire, mais venez, il n'y a pas que des riches, au contraire, on n'est pas des bourgeois, on est très rarement bourgeois dans le théâtre, mais ils ont quand même ils pensent qu'il y a une élite intellectuelle qui freine, donc c'est comment casser à chaque fois ces barrières-là, sachant que moi-même, j'ai dû les casser, et je dois les casser tous les jours avec des gens de ma famille, donc ouais, je pense que c'est mon travail et ma volonté de ramener tous ces gens-là sur un théâtre. Alors, est-ce qu'il y aurait une spécificité tarbaise? Bon, vous travaillez beaucoup avec Marseille, vous travaillez avec Créteil, enfin avec Paris, tout ça, des pays étrangers. Pensez-vous qu'à Tarbes, bon, d'abord à Tarbes, c'est un milieu assez métissé désormais, des Maghrébins, beaucoup du Maroc d'origine, quelques-uns d'Algérie, des Pieds Noirs installés là, des Espagnols qui sont venus, etc. Donc c'est une population très métissée. Bon, alors pensez-vous que ça a été pour vous une difficulté pour vous installer à Tarbes, pour être connu, être accepté, ou au contraire, ça a été finalement un milieu presque rêvé pour ce que vous vouliez faire, la danse, espace de liberté, la danse, valeurs citoyennes et tout. Souvent, on dit qu'on n'est pas reconnu par les siens.
Tandis que vous n'êtes pas reconnu qu'à Tarbes, vous êtes devenu une vraie vedette nationale et sans doute internationale. Mais à Tarbes, vous êtes reconnu. On vous a donné la médaille de l'hôtel la médaille, de la ville. Vous aviez déjà eu celle des Arts et Lettres, qui est encore plus prestigieuse. Mais je parle de Tarbes, là. Donc vous êtes reconnu. En un mot, je m'arrête. Tarbes, pour vous, c'est un endroit assez idéal, c'est un endroit comme un autre, c'est un endroit qui vous a à la fois un peu rejeté et bien accueilli, selon les moments. Qu'est-ce que vous en pensez de Tarbes ? Oui, c'est un peu tout ça à la fois. Tarbes, c'est vraiment très jeune, je me suis senti beaucoup discriminé, et j'aime bien dire sentir. Parce qu'il y a une différence entre être discriminé et se sentir discriminé. Dans le sens où il suffit d'une fois qu'on me dise t'es pas chez toi ici, pour que j'interprète tout comme si j'étais plus chez moi en fait. Donc j'ai souvent interprété, j'ai souvent pensé mes professeurs racistes alors que c'était moi qui interprétais et donc forcément oui, je me suis senti rejeté à des endroits, mais bon, en même temps je pense qu'une fille peut se sentir rejetée. Aujourd'hui, quelqu'un avec un handicap peut se sentir rejeté, il y a vraiment quelqu'un de la communauté LGBT peut se sentir rejeté. Mais oui, Tarbes, dans tout ça, c'est dur au début quand on s'installe parce qu'il n'y a pas grand-chose. En vrai, en danse, il n'y a même rien. Au début, quand je crée Densité, je suis un peu tout seul, la compagnie hip-hop du coin, qui débute en plus. J'ai mis 2-3 ans à créer mon association. Donc j'ai commencé en 98 et j'ai créé l'association en 2001. Donc il n'y a que 2-3 ans, donc ça veut dire qu'il n'y a pas un gros niveau en danse, mais il n'y a tellement rien qu'on est obligé de créer une asso pour pouvoir avoir un lieu pour répéter, pour inviter des jeunes à venir danser avec nous, pour créer une émulsion autour de la danse. Donc au début c'est très difficile. Les partenaires, ils font qu'est-ce qu'ils veulent, ils viennent d'arriver, ça fait 3 ans qu'ils dansent, ce qui est logique. Mais en même temps, très très vite, on impose un style par la popularité auprès des jeunes. Et donc là, oui, forcément, il y a une reconnaissance qui arrive assez tôt dans le parcours et dans mes engagements, puisque je suis engagé depuis le début. J'ai aussi été conseiller national de la jeunesse pendant 5 ans. Ça, c'était Marie-Georges Buffet à l'époque qui avait mis un dispositif, un représentant par département. Voilà. Donc j'ai été ce représentant-là pour les Hautes-Pyrénées de 2001 à 2005, donc très tôt, parce qu'ils avaient vu, la DDJS à l'époque avait vu que j'étais motivé. Donc, si je dois dire Tarbes, c'est rude, oui, c'est rude, mais une fois qu'on y arrive, on est très ancré. Je veux dire, c'est représentatif aussi un peu de l'accueil chez nous. On peut paraître un peu dur comme ça, mais je nous trouve beaucoup plus hospitalier que beaucoup de départements et de régions. Et d'ailleurs, les danseurs me le rendent bien, puisqu'à chaque fois qu'on ramène des danseurs de l'étranger ici, ils s'y sentent hyper bien. Il y a une vie culturelle, il y a une vie même de la nuit. J'entends souvent les gens dire Tarbes, c'est mort. Tarbes, il n'y a rien, Tarbes, c'est pas vrai du tout. Il y a énormément de choses par rapport à des villes de la même taille. Je travaille souvent à Besançon, qui est 3 fois plus grand, le dimanche soir, il n'y a rien, quoi. Alors qu'à Tarbes, il y a quand même des choses. Donc finalement, il y a quand même une possibilité de créer des choses, d'inventer. Il y a un public quand même qui est solidaire, même si ça ne paraît pas comme ça. Je trouve que Tarbes est une belle ville, et les Hautes-Pyrénées, de manière générale, moi je me déplace jamais sans mon béret aujourd'hui. Ouais. Mais c'est vrai que parce que je suis ancré dans ce territoire-là et qui me porte énormément et que dès que j'ai besoin de me ressourcer, c'est clair qu'ici c'est l'idéal et c'est très 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 porteur. Et donc je remercie tous les gens qui sont autour de nous, le Parvis, toute mon équipe de densité, tous ces gens-là qui font que c'est possible à Tarbes. Et j'insiste aujourd'hui j'insiste pour que des danseurs puissent venir s'installer ici. Il y a un Marocain qui a décidé de poser ses valises ici. C'est hyper cool pour nous parce qu'on a... La France manque de danseurs. Hein. Souvent on pense à l'inverse, mais on a, surtout dans les régions comme Tarbes, c'est un peu comme les médecins. Il manque malheureusement beaucoup de médecins. Et les petites villes comme ça, il faudrait beaucoup plus de... Donc là, on a un Marocain qui s'est installé il y a quelques semaines. Et ça va continuer. Moi, quand il est marocain, c'est vraiment un danseur professionnel qui tourne. Il est au Canada en ce moment. Il aurait pu s'installer à Paris, n'importe où. Et j'ai réussi à me motiver pour qu'il s'installe ici. Donc c'est plutôt positif pour nous. Vous avez l'air d'avoir davantage de relations plus faciles avec le Maroc qu'avec l'Algérie, par exemple. Ouais, mais je pense que ça, c'est lié à l'ouverture culturelle qu'il y a au Maroc.
qu'il n'y a pas en qu'il n'y Algérie. a pas en Algérie. Bon, je ne vais pas faire de politique ici, mais c'est très difficile politiquement l'Algérie au niveau de la culture. Moi, je dis souvent, ça me fait penser un peu au ballet national russe. Oui, voilà, aux anciens pays de l'Est. Voilà, on fait, ok, on soutient. Par contre, il y a plus d'argent en Algérie qu'au Maroc dans la culture, mais il faut faire il faut répondre à des cahiers des charges très très précis au Maroc. Il y a beaucoup moins d'argent, mais il y a une liberté. Et j'ai trouvé aussi mes pères danseurs là-bas. Souvent, je dis, par exemple, les danseurs marocains, ils ont une ouverture sur le monde que je ne trouve pas partout. Même en France, des fois, j'arrive pas à trouver des danseurs aussi ouverts sur la question internationale que les danseurs marocains. Merci beaucoup, Bouziane Boutedja, d'avoir pris 1 heure sur votre emploi du temps, qui est déjà bien complet. Et j'espère avoir l'occasion de vous revoir. Merci. Pareil, merci à vous. Merci, Bouziane.